L'histoire commence avec Yuki Amano qui court comme si sa vie en dépendait. Peu importe où il essaie de se cacher, une fille aux cheveux roses, Yuno, parvient toujours à le trouver en premier. Dans une tentative désespérée de s'échapper, il se précipite dans un ascenseur, mais à son grand désarroi, Yuno le rattrape à nouveau. Alors qu'elle se rapproche, Yuki commence à paniquer, se demandant comment tout a pu mal tourner si rapidement. Rewind à il y a une semaine, Yuki est un lycéen solitaire qui reste dans son coin, tout comme toi. Passant ses journées à regarder des animes ou des vidéos de grands frères, et à prendre des notes dans son journal intime, ses seuls compagnons sont deux personnages imaginaires, Deus, qui prétend être une divinité régnant sur le temps et l'espace, et Murmure, le fidèle serviteur de Deus. La vie de Yuki est assez banale jusqu'à ce que Deus propose un jeu passionnant qui promet de rendre les choses excitantes. Pensant que c'est tout dans sa tête, Yuki accepte sans trop réfléchir. Le lendemain matin, Yuki se réveille avec des entrées bizarres dans son journal prédisant des événements spécifiques, réussissant un double bullseye aux fléchettes en quelques minutes et apprenant l'existence d'un tueur en série aux informations peu de temps après. Yuki n'a aucun souvenir d'avoir écrit ses prédictions, mais elles se réalisent. Il réussit le bullseye et entend parler du tueur pendant le petit déjeuner. Il se rend soudain compte que son journal intime prédit l'avenir. De retour à l'école, le journal continue de prévoir avec précision des événements comme des contrôles surprises et des accidents, laissant Yuki dans un état de panique. En quête de réponse, il confronte Deus et découvre que Deus n'est pas putain d'imagination et le jeu sont réels. Deus le prévient de ne pas casser son téléphone ou il se fera foutre et mourra. D'abord effrayé, Yuki réalise bientôt le pouvoir qu'il détient tant que son téléphone reste intact. Maintenant, avec la capacité de prévoir les événements, il navigue dans la vie scolaire sans effort, utilisant le journal pour exceller académiquement et éviter le perdant moche. Ce nouveau pouvoir fait se sentir Yuki Higachad, le remplissant de confiance et d'excitation. Pendant un test, Yuki utilise son journal et remarque Yuno, une fille de sa classe, le regardant. Elle était la meilleure élève jusqu'à ce que Yuki prenne le relais et il se demande si elle est énervée à ce sujet. Après l'école, il remarque une poupée Murmure sur son bureau, ce qui le surprend. Soudainement, son téléphone vibre avec une prédiction selon laquelle il sera tué par un tueur en série dans quelques minutes. Terrifié, Yuki panique encore plus quand Yuno entre et lui dit qu'il va mourir. Il s'enfuit, essayant de s'échapper. Yuno le rattrape et Yuki réalise qu'elle a aussi un journal. Pensant qu'elle est la tueuse, il attrape une fléchette pour se défendre. Mais Yuno l'embrasse et montre le vrai tueur dehors, qui a aussi un journal. C'est quoi ce bordel? Il a suffi d'un baiser pour lui faire confiance. Le journal de Yuno montre l'avenir de Yuki toutes les 10 minutes, alors elle l'appelle le journal d'amour. Yuki est stupéfait de découvrir qu'elle est une sérieuse harceleuse. Selon le journal de Yuno, la mort de Yuki est censée se produire au 14e étage. Il décide d'aller sur le toit à la place, le tueur arrive et commence à les chercher. Selon le plan de Yuno, Yuki se cache et attend son signal. Yuno distrait le tueur, donnant à Yuki une chance de détruire le téléphone du tueur avec sa fléchette. Comme l'a averti Deus, casser le téléphone signifie que le propriétaire du journal meurt. En colère et confus, Yuki confronte Deus, exigeant de savoir pourquoi les autres ont aussi des journaux. Deus l'emmène à la cathédrale où d'autres propriétaires de journaux, leurs identités cachées, sont rassemblés. Deus explique le jeu de survie. 12 propriétaires ont des journaux du futur qui prédisent un avenir basé sur leurs anciens journaux. Ils sont numérotés de 1 à 12, avec Yuki étant le premier, Yuno le deuxième, et le tueur en série le troisième. Les prédictions peuvent changer en fonction des actions entreprises par le propriétaire ou d'autres propriétaires. Yuki a survécu parce que Yuno est intervenu. Le but du jeu est que les propriétaires de journaux collectent des informations et s'éliminent mutuellement. Le dernier en lice devient le dieu du temps et de l'espace, prenant la place de Deus. À la fin de la réunion, certains propriétaires voient Yuki comme la plus grande menace parce qu'il a échappé à la mort. Yuno promet de le protéger, peu importe qui elle doit affronter. Le lendemain à l'école, les nerfs de Yuki sont à vif car à tout moment, il pourrait se retrouver face à un propriétaire de journal, surtout après les cours. Juste au moment où tout le monde s'en va, entre Mainin, une fille qui lâche une bombe. Leur professeur principal est un tueur en série. Yuki est complètement confus et se demande qui est Mainin et pourquoi elle lui dit ça. Puis, un bruit de crépitement brise le silence. Yuki n'a plus que 3 heures à vivre. Yuno se précipite pour protéger Yuki, mais Mainin s'échappe, murmurant omineusement mourir avant de disparaître. Des bombes commencent à exploser dans toute l'école, mais par miracle, Yuki et Yuno les esquivent. Yuno promet avec confiance d'éliminer Mainin, laissant Yuki ébranlé et se demandant comment Krag peut parler aussi facilement de tuer. Mais il n'a pas d'autre choix que de compter sur elle pour rester en vie. Guidé par leurs journaux, Yuno prédit où et quand les bombes exploseront. Pendant ce temps, Mainin est dehors, menaçant tout le monde de rester sur place, sinon elle fera exploser toutes les bombes à distance. Yuno est perplexe pour 2 raisons. Pourquoi Mainin a épargné Yuki et pourquoi l'heure de sa mort n'a pas changé malgré les explosions évitées. Juste au moment où la police arrive pour affronter Mainin, leur chef Keigo leur ordonne de ne pas lui tirer dessus. Il s'avère que Keigo est aussi un détenteur de journal intime et s'il sait que si Mainin meurt, toutes les bombes restantes exploseront.
De retour à l'école, Yuno et Yuki se retrouvent entourés de leurs camarades de classe. Mais il y a un retournement de situation, ils ont été capturés. Il y a à peine quelques minutes, Minin a conclu un accord avec l'école. Si elle leur remettait Yuki, elle promettait de désactiver toutes les bombes disséminées partout. Le téléphone de Yuki est confisqué et il est emmené sous haute surveillance. Les terrains de l'école sont comme un champ de mines, avec Minin qui avertit tout le monde de rester sur place sous peine de déclencher une explosion mortelle. Dans la salle de classe, Yuno panique, mais elle est déterminée à protéger Yuki. Sans réfléchir à deux fois, elle se libère et court vers lui, déclenchant des alarmes qui activent les bombes une par une. Minin est perplexe face au chaos jusqu'à ce que Keigo, le quatrième propriétaire du journal, apparaisse pour sauver Yuki. Son journal du futur prédit les crimes à venir et il est déterminé à les arrêter. Keigo ne s'intéresse pas au pouvoir, il veut juste mettre fin à ce jeu de dupes. Juste au moment où Minin a coincé Yuki dans un coin, Yuno traverse une fenêtre permettant à Yuki d'esquiver les mines terrestres et de récupérer son téléphone. Alors que Minin se prépare à déclencher les explosifs, Yuki lui lance une fléchette, lui piquant accidentellement l'œil. Acculé, Minin utilise une bombe fumigène pour disparaître dans les airs. Plus tard, Keigo s'allie avec Yuki et Yuno pour mettre fin à ce jeu royal de bataille. Ils comptent sur leurs journaux intimes pour retrouver les autres propriétaires de journaux. Jusqu'à présent, ils en ont identifié 5, Yuki et Yuno, le tueur en série, Keigo lui-même, et Minin. L'école ferme temporairement et Keigo suggère que Yuki et Yuno passent un moment de détente dans un parc d'attractions dans le cadre de leur stratégie. Le lendemain au parc d'attractions, Yuki reste prudent, tandis que Yuno voit cela comme une occasion de prendre sa viande. Je veux dire, plus proche de lui, transformant cela en ce qui ressemble à un rendez-vous. En passant plus de temps ensemble, Yuki commence à voir Yuno non seulement comme une fille un peu folle, mais aussi comme une fille mignonne qu'il aime profondément. Après avoir profité de diverses attractions, Yuno propose d'aller au planétarium, mais Yuki refuse, préférant la grande roue à la place. Curieuse, Yuno demande pourquoi il a refusé le planétarium alors qu'il aime tant les étoiles. Surpris, Yuki demande comment elle savait pour sa passion. Yuno se souvient de leur première rencontre lorsqu'ils sont restés tard à l'école pour écrire sur leurs rêves. Elle a remarqué le désir de Yuki de voir les étoiles avec sa famille après leur récent divorce. Quand Yuno a proposé de regarder les étoiles avec lui, Yuki a refusé, voulant partager cette expérience uniquement avec sa famille. Yuno a alors promis de devenir sa femme pour qu'ils puissent observer les étoiles ensemble en famille. Yuki se demande comment Yuno a pu devenir si obsédée par une simple promesse et lui demande si elle cache quelque chose. Au lieu de répondre, Yuno l'embrasse et dit que c'est un secret. Plus tard dans la soirée, il se dirige vers la maison de Yuno où elle lui demande timidement de rester pour la nuit. Comme Keigo leur a conseillé de rester ensemble jusqu'à la capture de Minin à l'intérieur de la maison, il n'y a que Yuki et Yuno et étrangement, l'électricité est coupée. Pendant que Yuno est dans la cuisine, Yuki utilise son journal pour trouver la salle de bain. En chemin, il rencontre une porte non mentionnée dans son journal. Ouvrir cela changerait l'avenir de tous les propriétaires de journaux, provoquant l'effondrement de la cathédrale de Deus. À l'intérieur de la pièce, il y a 3 cadavres, et Yuno apparaît soudain avec une expression glaçante, avertissant Yuki de ne pas avoir ouvert la porte. Paniqué, Yuki s'enfuit chez lui. Mais bientôt Yuno arrive, frappant à sa porte et le suppliant de la laisser entrer. Yuki essaie d'appeler Keigo, mais Yuno intercepte avec un message, faisant réaliser à Yuki qu'il est piégé dans cette situation désagréable. Après quelques minutes tendues, il parvient finalement à s'endormir malgré le chaos autour de lui. Pendant ce temps, Minin essaie désespérément d'échapper à la police. Son journal intime l'aide à trouver les meilleurs chemins d'évasion, mais les policiers sont partout. Soudain, une silhouette mystérieuse s'approche d'elle. Quand Minin consulte son journal intime, elle voit que cette personne est sa seule voie de sortie, alors elle décide de le suivre. Il la conduit à une cabane cachée. L'homme, le visage couvert, lui donne des analgésiques. En lui faisant confiance, Minin prend les comprimés et essaie de se reposer. Cependant, son corps commence à s'engourdir, bien que son journal ne montre aucun danger. Soudain, son téléphone se transforme en bloc de bois et l'homme se révèle être le 11e propriétaire du journal. Le lendemain matin, Keigo vient chercher Yuki chez lui. Yuki, encore terrifié par ce qui s'est passé la veille, essaie d'en parler à Keigo. Mais Yuno, en sortant de la voiture, l'arrête en suggérant qu'il serait gêné si quelqu'un découvrait ce qu'ils ont fait la nuit dernière. Keigo tire des conclusions hâtives, pensant que Yuki et Yuno étaient comme des animaux en chaleur. Ils montent tous dans la voiture et Keigo partage une nouvelle. Minin a été capturé par un groupe religieux appelé Hankada. Quand ils arrivent, ils rencontrent Oren, un travailleur qui les emmène voir la prêtresse Tsubaki, la 6e propriétaire du journal. Elle est dans une cage en bois et explique que son journal montre tout ce que ses disciples voient là tout vive. Yuki est impressionné par le pouvoir de son journal, mais Tsubaki le rassure qu'elle n'est pas intéressée à devenir un dieu. Elle veut juste aider ses abonnés. Minin est retenue sous terre et ils peuvent l'apprendre, mais Tsubaki demande une faveur. Elle veut que Yuki reste avec elle toute la nuit. Elle a été avertie que sa mort se produirait aujourd'hui et elle croit que Yuki, qui a échappé à la mort 2 fois,
peut l'aider à survivre. Yuno n'est pas d'accord, mais Keigo décide que Yuki devrait rester. Puisque le journal de Yuki ne montre aucun danger immédiat, s'il peut empêcher la mort de Tsubaki, cela profiterait à tout le monde. Après le départ de Keigo, Tsubaki avertit Yuki de rester à l'écart de Yuno, disant qu'elle va ruiner sa vie. C'est juste son instinct, pas écrit dans son journal. En entendant cela, Yuno se met en colère et décide que Tsubaki doit être éliminé. Sorti de nulle part, le futon dans la cage de Tsubaki prend feu et des adeptes hypnotisés commencent à envahir la pièce, s'attaquant les uns aux autres. Yuki essaie d'aider Tsubaki, mais Yuno l'arrête en l'avertissant que c'est un piège et qu'il sera tué s'il reste. Frustré, Yuki traite Yuno de folle et insiste pour aider Tsubaki. Heureusement, les arroseurs se déclenchent, éteignant les flammes. Tsubaki crie, sortant ses partisans de leur transe. Elle remercie Yuki pour son aide et consulte son journal, découvrant qu'un homme mystérieux prétendant être un adepte se cache dans le sanctuaire. Juste à ce moment-là, Yuno, brandissant une hache, s'approche de Tsubaki. Le journal de Yuki montre une nouvelle prédiction. Il mourra dans 13 minutes aux mains des adeptes. Les adeptes, n'étant plus hypnotisés, commencent à attaquer à nouveau. Yuno les élimine un par un pour protéger Yuki. Elle tend la main à Yuki, lui offrant un choix difficile. Reste avec elle et visse, ou choisit Tsubaki et risque de mourir. Yuki attrape leurs mains et ils partent tous en courant. Keigo, ayant réparé les arroseurs, apprend le chaos. Il leur dit de se diriger vers la porte principale où des renforts arriveront bientôt. Il prévoit de les rejoindre là-bas après s'être occupé de Minin. Dans le sous-sol du sanctuaire, Minin est attaché. Le gars qui a fait semblant d'être le disciple de Tsubaki est Hirasaka, le 12e propriétaire du journal. Il a trompé Minin en lui faisant croire qu'elle avait son vrai téléphone et a hypnotisé les disciples. Le plan de Hirasaka pour abattre le puissant journal de Tsubaki consiste à semer la confusion. Son journal, qui l'alerte des méfaits futurs avec des mémos vocaux au lieu de notes écrites, est son outil clé. Bien que Hirasaka soit aveugle, il a une super ouïe, ce qui le tient au courant de tout ce qui se passe à l'étage. Et cela le rend fou que d'autres utilisateurs de journal dérangent son plan. Pendant ce temps, Yuki et l'équipage courent pour sauver leur vie alors que les adeptes commencent à sortir de leur transe. Tsubaki arrête Yuki, suggérant qu'il se débarrasse de l'intrus. Mais Yuno, totalement lassé, passe à l'action pour éliminer Tsubaki. C'est à ce moment-là que Yuki reçoit un appel de Keigo qui l'avertit que Hirasaka se rapproche. Keigo révèle aussi que Hirasaka est aveugle et qu'il s'appuie sur son ouïe. Ensuite, 5 personnes apparaissent, prétendant être le 12e propriétaire du journal. Elles avertissent Yuki que Tsubaki est maléfique et que son groupe est une secte avec un passé louche. Hirasaka, qui prône la justice, prévoit de se faire exploser avec une bombe pour abattre Tsubaki. Malgré l'avertissement et les encouragements de Yuno à fuir, Yuki n'y croit pas et n'est pas prêt à quitter Tsubaki derrière. N'ayant plus d'autres options, Yuno décide d'éliminer Hirasaka, sachant qu'il compte sur son ouïe fine. Elle crée une diversion. La première personne qui réagit, elle l'élimine rapidement. Après avoir disposé du corps, une bombe explose, laissant Yuno épuisé mais réussissant à éliminer Hirasaka. Tsubaki montre alors sa vraie nature. Elle avait l'intention de se débarrasser de Yuki, Yuno et Keigo en utilisant Minin comme appât, mais elle ne s'attendait pas à ce que Hirasaka soit en réalité un infiltré parmi ses partisans. Elle admet qu'elle n'a jamais été une vraie prêtresse. Enfant, ses parents ont exploité sa mauvaise vue, prétendant qu'elle avait une vision divine pour attirer des partisans. Leur plan a fonctionné et le nombre de partisans a augmenté. Après la mort de ses parents, dans un accident, le serviteur principal, Funatsu, a pris le relais et l'a utilisé comme un outil pour que d'autres déversent leurs péchés sur elle. Malgré ses horreurs quotidiennes, elle trouvait du réconfort dans le ballon fait à la main par sa mère. Mais quand il a disparu, elle a décidé de devenir un dieu et de détruire le monde. Dans un geste cruel, Tsubaki embrasse Yuki pour faire souffrir Yuno. Même avec Hirasaka mort, Tsubaki est choqué que sa mort soit toujours prédite. Yuno commence à éliminer les adeptes un par un et blesse gravement le bras de Tsubaki. Elle tend son téléphone à Yuki et le pousse en sécurité avant de s'effondrer d'épuisement. Sur le toit, Keigo et Minin sont coincés alors que les suiveurs bloquent le renfort de la police. À l'intérieur du sanctuaire, Tsubaki a attaché Yuno, prévoyant de l'utiliser pour attirer Yuki. Caché, Yuki regrette d'avoir jamais fait confiance à Tsubaki. Il réalise que malgré la possessivité et les secrets de Yuno, elle l'aime vraiment. Soudain, la voix de Tsubaki résonne à travers une annonce, menaçant Yuki que Yuno subira le même tourment qu'elle s'il ne se montre pas. En entendant les cris de Yuno, Yuki ne peut plus le supporter. Il repère une balle et soupçonne que c'est celle que la mère de Tsubaki a fabriquée. La prenant, il se précipite pour sauver Yuno. Lorsqu'il lance la balle, Tsubaki est distrait par la vue de la balle artisanale de sa mère, donnant à Yuki l'occasion de détruire son journal avec sa fléchette. Avec la mort de Tsubaki, la police prend d'assaut et sécurise la zone. Alors qu'ils rentrent chez eux, Yuki réfléchit à Yuno. Elle peut vivre parmi les cadavres, mais son dévouement envers lui est indéniable. Sous le choc, il l'embrasse. Pendant ce temps, Minin semble étonnamment calme car Keigo a conclu un accord secret avec elle. Une semaine plus tard,
Yuki va chercher sa mère à l'aéroport. Ria, sa mère, est programmeuse et travaille à l'étranger la plupart du temps, mais elle lui rend visite de temps en temps, comme aujourd'hui. Quand ils sont rentrés à la maison, Yuki et Ria remarquent la fenêtre cassée. Yuki a rapidement vérifié son journal et s'est précipité à l'intérieur pour trouver Yuno. Yuno, qui avait lu dans son journal que la mère de Yuki venait en visite, avait nettoyé la maison et préparé le dîner pour l'impressionner. Ria a trouvé Yuno incroyablement mignonne et a pensé à tort qu'elle était la petite amie de Yuki. Impressionnée par le repas délicieux, Ria a plaisanté en suggérant que Yuno épouse son fils, au grand plaisir de Yuno. Après le dîner, Ria a mentionné que le fils de son ami, Hojo, resterait avec eux pendant quelques jours. Les parents de Hojo étaient des adeptes de Tsubaki, décédés lors de l'incident d'Omikata, que la police avait officiellement qualifié de suicide collectif. Comme il était tard, Ria a insisté pour que Yuno reste la nuit. Yuno a accepté, et pendant qu'elle prenait un bain à l'étage, Ria préparait le lit. Avant de partir, elle a taquiné Yuki en lui rappelant de détruire son prix de complot, mais de ne pas libérer son complot sur elle. Que veux-tu dire par là ? Plus tard dans la nuit, alors qu'ils étaient couchés, Yuno voulait que Yuki dorme à côté d'elle, mais il refusa, affirmant qu'il ne l'aimait pas. Sans se décourager, Yuno prédit avec confiance que d'ici le 28 juillet, ils seraient profondément amoureux et unis comme un seul. Rougissant, Yuki alla dormir de l'autre côté du lit, tandis que Yuno se sentit soulagée que la mère de Yuki soit compréhensive. Sinon, elle avait d'autres projets. Le lendemain matin, Hojo est arrivé, captivant tout le monde avec son charme. Il a commencé à dessiner un portrait de Yuno et en lui montrant, il a accidentellement laissé tomber les ciseaux qu'il tenait. Heureusement, les ciseaux ont seulement percé un coussin et Yuno s'en est sorti indemne. S'excusant pour sa maladresse, Hojo s'est excusé pour aller aux toilettes. Bien que cela ressemble à un accident, Hojo l'a en fait provoqué exprès. C'est le 5e propriétaire du journal et son journal prédit l'avenir à travers des dessins. Contrairement aux autres, il n'est pas intéressé à devenir un dieu. Il veut juste s'amuser et embêter Yuki et Yuno lui semble être un jeu. Bien qu'il n'ait que 5 ans, il est aussi intelligent qu'un adulte. Avant le déjeuner, Hojo a empoisonné des tomates. Quand Yuki a essayé de les manger, Yuno l'a arrêté car elles semblaient étrangement lourdes. Elle les a jetées et soudainement le journal de Yuki s'est mis à jour, montrant un autre propriétaire de journal à proximité, Hojo lui-même. Hojo sait qu'il doit d'abord éliminer Yuno pour atteindre Yuki. Il prévoit de l'électrocuter et met en place son piège. Mais juste au moment où il est sur le point de révéler son plan, le journal de Yuki change à nouveau, montrant la mort de Yuno par électrocution. Dans un geste rapide, Yuki coupe le courant, révélant Hojo comme un autre propriétaire de journal. Plus tard dans la nuit, Yuki essaie de trouver le journal de Hojo pendant qu'il dort. Hojo se moque d'eux, disant qu'ils sont trop stupides pour le trouver. Le jour suivant, Yuno en a marre et poursuit Hojo avec un marteau. Dans le feu de l'action, elle frappe accidentellement Ria. Yuki se précipite pour aider Ria, réprimandant Yuno pour son imprudence. Yuno se sent mal à ce sujet, mais Yuki la réconforte en lui disant qu'elle est assez intelligente pour trouver le journal de Hojo si elle essaie. Rougissant, Yuno promet qu'elle n'abandonnera pas avant d'avoir réussi. Yuno devient sérieuse et commence à réfléchir à l'endroit où Hojo pourrait cacher quelque chose que Yuki ne pourrait pas trouver. Elle se dit que cela doit être quelque part à l'extérieur de la maison puisque Yuki a déjà cherché partout à l'intérieur. Se rappelant que Hojo est allé au magasin de proximité avec Ria hier, Yuno devine qu'il pourrait s'être envoyé le journal par la poste. Juste à ce moment, la sonnette retentit. Yuno avertit rapidement Yuki qui se précipite pour attraper le colis. Mais en l'ouvrant, du gaz toxique s'échappe et il s'effondre. Hojo complimente Yuno pour son ingéniosité, mais mentionne que le colis aurait dû être ouvert de l'autre côté. Yuno entraîne Yuki dans la salle de bain alors que le gaz se répand dans la maison. Hojo commence à frapper à la porte en provoquant Yuno de sortir et jouer. Lorsqu'elle ne répond pas, il devient impatient et propose l'antidote si elle le trouve dans un jeu de cache-cache. Yuki essaie de l'arrêter mais Yuno sait qu'elle a besoin de l'antidote. Alors elle accepte. Elle brise d'abord les fenêtres et assure la sécurité de Ria comme Yuki l'a demandé. Puis elle commence à chercher Hojo, mais il continue de changer d'endroit en utilisant son journal. Après avoir vérifié minutieusement le rez-de-chaussée, Yuno monte à l'étage mais arrive trop tard. Hojo utilise une ampoule électrique et de l'eau pour la choquer. Yuki entend son cri et essaie d'aider mais s'effondre à cause du poison. Animé par la colère, Yuno coince Hojo et le poignarde. Avant de mourir, Hojo remet l'antidote et remercie Yuno d'avoir joué avec lui contrairement à ses parents qui se disputaient toujours. Après la disparition de Hojo, Yuno s'effondre. Minain arrive avec l'antidote après avoir reçu un message de Keigo concernant le 5e propriétaire et tient sa promesse. Peu de temps après, Keigo et les policiers arrivent chez Yuki. Ils disent à Ria que lorsqu'elle était inconsciente, quelqu'un est entré et a emmené Hojo. Ils lui assurent qu'ils font de leur mieux pour le localiser afin qu'elle ne s'inquiète pas. 2 semaines plus tard, Yuki et Yuno se dirigent vers leur nouvelle école. En chemin, Yuki remarque quelqu'un lui sourire, mais il n'y prête pas attention une fois arrivé. Il se sent nerveux parmi tant de visages inconnus, surtout avec Uchi, qu'il avait attrapé sur les ordres de Minain, partageant sa classe. Uchi commence à taquiner bruyamment Yuki au sujet de son passé, mais 2 camarades de classe nommés Hinata et Mao interviennent pour le défendre.
Leur professeur principal se présente et discute des mesures de sécurité en raison des récents meurtres à proximité. On leur dit de se déplacer en groupe pour leur sécurité. Hinata mentionne que les victimes ont souffert, a subi de graves blessures avec des marques de morsure. Après l'école, Yuki, Yuno, Hinata et Mao visitent le site où les corps ont été trouvés, puis explorent d'autres zones du parc. Pendant ce temps, Yuno garde ses distances, clairement mécontente des nouveaux amis de Yuki. Hinata s'avance pour vérifier les alentours et fait une découverte surprenante. Soudain, il y a un bruit statique et Yuki consulte son journal pour trouver une entrée choquante. Hinata est morte. Il se précipite à son emplacement et la trouve sans vie, entourée d'une meute de chiens. Tout le monde est figé de peur jusqu'à ce que leur camarade de classe, Haru Akis, celui qui avait souri à Yuki plus tôt, arrive. Il suggère qu'ils se dirigent vers un observatoire à proximité pour être en sécurité. Ils y courent et arrivent juste à temps. Aki se présente comme un détective en herbe. Il enquêtait sur les meurtres récents et a remarqué l'étrange lien de Yuki avec tous ces incidents. Il a suivi Yuki en espérant qu'il le mènerait sans le savoir au coupable et arrêterait un autre crime. Bientôt, les chiens entourent l'observatoire. Yuno soupçonne qu'un des nouveaux amis de Yuki contrôle les chiens et propose de les utiliser comme appât pour s'échapper. Yuki refuse et commence à renforcer les fenêtres. En utilisant son journal, il prédit quelle fenêtre va se briser ensuite et guide les autres en conséquence. En suivant ses instructions, ils réussissent à tenir les chiens à distance pendant 30 minutes jusqu'à ce qu'ils partent. Soudain, Mao attrape le téléphone de Yuki et le menace. Hinata fait alors une entrée dramatique révélant qu'elle a aussi un journal. Elle exige qu'Aki remette son journal intime en échange de la sécurité de Yuki. Il y a une semaine, le père de Hinata, Tsukishima, le 10e propriétaire du journal, lui a avoué les récents meurtres. Obsédé par ses chiens, Tsukishima a abandonné sa famille, dépensant une fortune pour la meilleure viande pour ses chiens, tandis qu'il vivait de nouilles instantanées. Lorsque ses chiens ont commencé à chasser des humains, il les a ignorés. Tsukishima voulait finalement recommencer et avait besoin que Hinata élimine Aki, qui enquêtait sur lui. Désespérée d'avoir son père de retour, Hinata a accepté de se débarrasser d'Aki. Elle a remarqué qu'Aki gardait un œil sur Yuki. Alors elle s'est liée d'amitié avec Yuki et l'a amené au parc pour attirer Aki. Son plan a parfaitement fonctionné. Hinata exige le journal d'Aki, menaçant de faire du mal à Yuki si elle ne l'obtient pas. Pour éviter la violence, Aki propose un pile ou face. Si Hinata gagne, elle obtient son journal. S'il gagne, Yuki est libre. Bien que sceptique, Hinata accepte, confiante car elle a le journal de Yuki. Elle devient méfiante, se demandant pourquoi Aki prendrait un pari aussi risqué alors qu'il semble qu'il va perdre. Aki lance la pièce et Hinata essaie de le déjouer. Son journal dit gauche, mais elle choisit droite, espérant le prendre au dépourvu. Étonnamment, la pièce tombe sur gauche. Elle laisse Yuki partir à contre-cœur, mais garde son journal, impatiente pour une autre chance. Yuno devient méfiante, remarquant que le téléphone de tout le monde a fait un bruit statique, sauf celui d'Aki. Elle le confronte, découvrant que son téléphone est juste un modèle ordinaire. Aki n'est pas un possesseur de journal. Aki avait compté sur la chance. Furieuse qu'il ait mis Yuki en danger, Yuno le confronte. Aki insiste pour jouer une autre partie pour récupérer le journal de Yuki. Il partage son plan avec Yuno, qui accepte à contre-cœur mais reste méfiante. Aki lui assure qu'il ne mettra pas Yuki en danger, révélant que ses sentiments pour Yuki vont au-delà de l'amitié. Yuno est sans voix, déchiré, mais prêt à avancer prudemment. Le duel commence avec Hinata qui lance la pièce. Elle suit le conseil du journal de Yuki et le tient dans sa main droite. Aki devine correctement la main, tandis que Yuno couvre les oreilles de Yuki pour le garder dans l'ignorance. Aki ment à Yuki en disant qu'elle a choisi la gauche, ce qui n'est pas vrai, et Yuno réagit en faisant tomber Yuki de stupeur. Hinata réalise sa défaite, comprenant que le journal de Yuki montre seulement ce qu'il croit, même si c'est faux. Meo essaie d'attaquer avec un couteau, mais Yuno intervient rapidement, poignardant Mao pour protéger tout le monde. Au milieu du chaos, Hinata laisse accidentellement tomber le téléphone de Yuki. Alors qu'elle pleure Mao, elle utilise son journal pour commander aux chiens d'attaquer. Yuki reçoit une notification selon laquelle tout le monde est condamné. Aki prévoit de distraire les chiens avec Uchi et Yuno, tandis que Yuki affronte Hinata. Cependant, Yuno va à l'encontre du plan et suit Yuki, suggérant d'utiliser Uchi et Aki comme appât pour s'échapper. Yuki refuse de risquer la vie de ses amis, bien que Hinata ait eu l'occasion de l'utiliser comme otage. Yuki comprend qu'elle a joué le jeu pour tenir sa promesse. Yuki confronte Hinata, demandant pourquoi elle l'empêche de se faire des amis, avoue que c'est parce qu'elle ne veut pas que quelqu'un le lui enlève. Pour résoudre la situation, Yuki ment et dit à Yuno qu'il l'aime et qu'il veut être son petit ami. Yuno laisse tomber le couteau et rougit. Yuki demande à Yuno d'accepter ses amis comme les siens, ce qu'elle accepte volontiers. Alors que les choses se calment, Yuki réalise qu'il ne peut pas revenir en arrière. Hinata s'excuse en larmes auprès de son père, Tsukishima, pour l'avoir déçu. Tsukishima la console, admettant qu'il a été un mauvais père, essayant de fuir ses actes en utilisant sa fille innocente. Il veut se repentir de ses péchés et encourage Hinata à trouver le bonheur. Soudain, un coup de feu retentit et tout le monde pense que Tsukishima s'est suicidé. En réalité, c'est Kago qui l'a tué.
La scène change pour une cabane isolée où Minin est occupée à travailler sur ses bombes. Lorsque le jeu mortel a commencé il y a plusieurs mois, Minin a affronté le troisième propriétaire du journal, dont les défenses blindées ont rendu ses armes inutiles. Obligée de fuir, elle s'est blessée à la jambe dans le processus. Pendant sa fuite, Minin a rencontré l'agent Nishijima, qui l'a prise par erreur pour une criminelle recherchée lors d'une enquête sur un tueur en série. Ils ont trouvé refuge dans un bâtiment abandonné pour se cacher du tueur. Quand Minin a eu un besoin urgent d'aller aux toilettes, Nishijima l'a accompagnée à contre-cœur en la gardant menottée. Ce fut gênant pour Minin quand elle a accidentellement cassé les toilettes en essayant de les tirer, provoquant des éclaboussures d'eau partout. Nishijima a vu Minin trembler de froid et lui a gentiment proposé une robe à porter. Elle a hésité au début, mais a finalement accepté après ses encouragements insistants. Après avoir changé, Nishijima a complimenté Minin en la qualifiant de mignonne. Elle a rougi et a reculé, trébuchant accidentellement, ce qui a poussé Nishijima à attraper maladroitement son armure scénaristique. Il s'est excusé, troublé par la réaction inattendue de Minin. Pour échapper au tueur qui les poursuivait, Minin a élaboré un plan astucieux. Nishijima a attiré le tueur dans une pièce et a utilisé une grenade flash pour créer une diversion, leur permettant d'enfermer le tueur à l'intérieur. Au milieu du chaos, Minin a tiré sur Nishijima de manière inattendue et s'est enfui. Grandir dans un environnement ravagé par la guerre avait endurci Minin, la rendant détachée des traits typiquement féminins. Elle était déterminée à remodeler un monde corrompu. Le lendemain matin, Aki invite Yuki à sortir. Mais Yuno arrive de manière inattendue, affirmant qu'Aki l'a également invité. Yuki réalise qu'il a été piégé pour un rendez-vous après avoir confessé son amour. Après un court trajet, ils arrivent à un salon du mariage choisi par Aki. À la foire, ils rencontrent la femme de Kago qui y travaille et devient leur guide. Ils se changent en tenue de mariage pour une séance photo après le déjeuner. Yuki veut dire toute la vérité à Yuno, mais en voyant son bonheur, il décide d'attendre. Il passe par une fausse cérémonie de mariage à la chapelle, ce qui laisse Yuki mal à l'aise en raison de ce qu'il a vu chez Yuno. Il se demande s'il pourrait vraiment tomber amoureux d'elle, s'il pouvait oublier les choses troublantes qu'il a vues. Plus tard, chez Yuno, il trouve Aki à l'intérieur, qui admet avoir organisé le rendez-vous pour enquêter sur les secrets de Yuno, espérant trouver des preuves de corps. Au lieu de cela, il découvre un trou profond, laissant Yuki sous le choc. Yuki interroge Yuno au sujet des corps qu'il a vus, mais elle semble avoir perdu la mémoire ou prétendre. Elle insiste pour dire que c'est sa première visite. Plus tard, Aki révèle que l'état mental fragile de Yuno pourrait l'avoir amené à effacer ses souvenirs. La scène se déplace au poste de police où Kago discute de la mort de Tsukishima. Fait surprenant, Yuno et Yuki sont désignés comme suspects et Kago ordonne leur arrestation dans les 24 heures. Kago avait un accord secret avec Minin pour l'aider à échapper à la police en échange de son ambition de devenir dieu. Kago préfère Minin à Yuki à cause de son passé tragique et de son désir d'un monde paisible sans guerre, contrairement à Yuki qui n'est pas intéressé par devenir dieu. La scène commence avec Yuki profondément plongé dans ses pensées à propos des choses troublantes qu'il a vues chez Yuno. Soudainement, Nishijima et d'autres officiers l'entourent et l'emmènent au commissariat de police. Peu de temps après, Yuno est également amené. Kago, regardant son journal, dit à Nishijima d'amener Yuki à lui dans 5 minutes. Dehors, remarquant l'anxiété de Yuki, Yuno promet de le protéger, même si cela signifie affronter tout le monde à la station. Après 5 minutes, Yuki est convoqué dans la salle d'interrogatoire. Keigo demande s'il ou Yuno a tué Tsukishima, car ils ont été aperçus près de son manoir ce jour-là. Yuki le nie rapidement, et Keigo, qui connaissait déjà la vérité, explique qu'il devait les interroger dans le cadre du protocole. Se sentant momentanément soulagé, Yuki est choqué lorsque Keigo le force à jouer à la roulette russe. Pendant ce temps, Yuno reçoit une nouvelle entrée de journal révélant que même après avoir lavé Yuki de tout soupçon, Keigo le garde dans la pièce pendant encore 10 minutes. Furieuse, Yuno attrape un extincteur et se précipite vers la salle d'interrogatoire. À l'intérieur, Keigo tire 4 coups, tous à blanc, laissant 2 balles. Juste au moment où il est sur le point de tirer sur Yuki, Yuno fait irruption et tire plusieurs fois sur Keigo. Nishijima, blessé, arrive mais Yuki arrête Yuno avant qu'elle ne puisse lui tirer dessus aussi. Yuno, reprenant ses esprits, est soulagé d'avoir protégé Yuki. Ils prennent Nishijima en otage et font une évasion spectaculaire de la gare. Keigo survit à l'attaque, ne perdant qu'une oreille grâce à son gilet pare-balles. Cependant, Yuno fait maintenant face à des accusations d'agression et de tentative de meurtre. Comme Keigo l'avait anticipé, son journal du futur commence à se remplir d'entrées à son sujet. Yuno et Yuki sont maintenant en fuite, poursuivis par la police. Dans le chaos, un coup de semonce pousse Yuki à paniquer, ce qui le conduit à tirer accidentellement sur un officier. Keigo est informé et voit son plan se dérouler parfaitement. Son journal, qui n'enregistre que les activités criminelles, lui permet maintenant de suivre Yuno et Yuki. Il ordonne leur capture, permettant aux officiers d'utiliser la force létale si nécessaire.
Le journal de Yuki prévoit leur mort imminente aux mains de Keigo. Coincé sur un toit, Yuno embrasse Yuki avant qu'ils ne sautent tous les deux, atterrissant en sécurité sur un camion et s'échappant. Dès le lendemain, ils deviennent des fugitifs recherchés, constamment traqués par la police. Affamés et cachés dans un entrepôt, ils aperçoivent la femme de Keigo se dirigeant vers un hôpital. Curieuse, Yuki décide de la suivre. Soudain, une bombe explose et Minain apparaît, prenant Yuki en otage. Cependant, un incident avec la bombe les piège tous les deux. Alors que Yuki commence à traverser une échelle pour s'échapper, Minain l'arrête. Réalisant qu'ils sont coincés, elle propose une alliance. En échange de sa sécurité, elle révélera pourquoi Keigo les a trahis. Juste à ce moment-là, elle reçoit un appel de Keigo qui est au courant de ses actions grâce à son journal. Il lui ordonne d'empêcher leur évasion, mais elle raccroche avec défi. Quelques instants plus tard, elle reçoit une entrée de mort dans son journal. Après avoir franchi l'échelle, Yuki et Minain entrent dans une pièce où ils trouvent la femme et le fils de Keigo. Le garçon est en phase terminale avec seulement 3 mois à vivre. En plus de vouloir que Minain devienne dieu, Keigo espérait aussi qu'elle puisse guérir son fils. Maintenant, avec Keigo à ses trousses, Minain décide de prendre sa famille en otage et de détruire son journal. Bientôt, la police encercle l'hôpital. À l'intérieur de la pièce, Minain attache la femme de Keigo et assigne des rôles. Yuki fera de la reconnaissance et Yuno surveillera les otages. Avant que Yuki ne parte, Minain lui remet une grenade. Elle appelle ensuite Keigo pour proposer un marché. En échange de l'avis de sa famille, il doit fournir une voiture pour s'enfuir et se suicider. À sa grande surprise, Keigo refuse. Sachant que les chances de survie de son fils sont minces, Keigo vise à devenir dieu lui-même. Il raccroche et la police commence à infiltrer l'hôpital. Yuki est informé que l'accord a échoué, mais c'est trop tard. La police l'arrête alors que Keigo s'approche. Yuno arrive juste à temps, neutralisant plusieurs officiers. Keigo prend Yuki en otage, mais Yuno attrape la grenade, menaçant de l'enlever. Keigo libère Yuki et dit à Yuno de laisser tomber la grenade. Au lieu de cela, elle la dégoupille et se précipite vers lui. Pendant ce temps, Minain plante une bombe à retardement dans une autre pièce et s'échappe par une fenêtre, seulement pour rencontrer à nouveau Nishijima. Tous deux sont surpris et Nishijima l'attrape. À ce moment-là, une lumière clignote. La grenade que Minain a donnée à Yuki était une grenade éclair, laissant tout le monde indemne. Cependant, la bombe à retardement explose bientôt, provoquant la chute de Yuki et des autres. Quand Yuki se réveille, il trouve une arme à feu mais voit Keigo tenant Yuno en otage. Pris de panique, Yuki consulte son journal qui prédit que s'il tire, il manquera sa cible et Yuno mourra. Bien qu'il sache que Yuki a menti sur le fait de l'aimer, Yuno insiste pour qu'il tire si c'est pour le sauver, disant qu'elle est heureuse de mourir pour lui. Leur photo de mariage tombe et Yuki se souvient de leur moment partagé. Déterminé, il dit à Yuno qu'ils vivront et se marieront tous les deux. Alors qu'il se calme, le futur change. Yuki appuie sur la détente, touchant Keigo. Désespéré de devenir dieu, Keigo lève son couteau pour attaquer Yuno, mais Nishijima et Minain arrivent juste à temps. Nishijima a un enregistrement du plan de Keigo pour piéger Yuno et Yuki, acceptant son destin après avoir appris que sa famille est en sécurité. Keigo casse son téléphone et disparaît après s'être excusé auprès de Yuki. La scène se déplace vers une autre dimension où Deux est furieux contre Murmure pour avoir modifié l'avenir. Keigo était censé apprendre la maladie de son fils plus tard, changeant ainsi le moment de son combat avec Yuki. Murmure a précipité les événements parce que la vie de Deux touche à sa fin, impatient de choisir le prochain dieu. Théo avertit sévèrement Murmure de ne plus jamais interférer avec le jeu. Le lendemain matin, Yuki et Yuno sont enfin blanchis de toutes les accusations. Heureusement, le policier que Yuki a tiré a survécu et Nishijima, utilisant un enregistrement vocal crucial, a réussi à régler l'affaire. Meinin s'est encore échappé, mais pour l'instant, Yuki et Yuno peuvent profiter d'un moment paisible ensemble. Comme promis, Yuki emmène Yuno à la montagne pour regarder les étoiles. Pendant que Yuki s'éloigne pour aller aux toilettes, Aki lui envoie un message mais Yuno le lit en premier. Le message avertit Yuki de rester à l'écart de Yuno. En colère, Yuno le supprime. Après un trajet en bus d'1 heure, ils arrivent à destination et font une pause. Yuno donne un cola à Yuki, essayant de garder les choses légères. Pendant ce temps, Aki se rend chez Yuki, mais le trouve parti. Il rencontre Nishijima pour discuter de la situation. Nishijima, un détective perspicace et ambitieux, fait déjà confiance aux compétences d'Aki. Il partage des informations provenant du journal de Keigo, qui décrit le jeu de survie, les règles, le nombre de participants, et révèle quelques identités. Il mentionne également que Yuki est une cible pour chaque propriétaire de journal. En les suivant, ils espèrent éviter plus de problèmes. Nishijima sait que Yuki et Yuno se dirigent vers les montagnes, mais n'est pas sûr de l'endroit exact. En considérant l'itinéraire du bus et la façon de penser de Yuno, Aki a une intuition sur leur localisation. Le jour suivant, Aki rencontre Nishijima dans la ville où il pense qu'il pourrait se cacher. Nishijima se présente comme un officier de police et dit que Yuki est avec Yuno. Inquiet, demandez pourquoi Yuno tiendrait Yuki. Nishijima reste vague sur les détails, disant que c'est basé sur les découvertes d'Aki chez Yuno. Il leur demande de l'aider à localiser le couple, expliquant que faire appel à la police pourrait alerter Yuno et la faire fuir. Ils commencent leurs recherches en ville.
Aki a choisi cet endroit parce qu'il est abandonné, ce qui en fait la cachette parfaite pour Yuno et Yuki, sans aucun témoin. Mais comme ils ont encore besoin des services de base comme l'eau et l'électricité, Aki pense qu'ils seront dans l'un des rares hôtels qui en disposent encore. Alors qu'il commence à vérifier ces hôtels, il tombe sur des pièges que Yuno a installés. Il reçoit un appel de Nishijima à propos d'un hôtel appartenant à la famille de Yuno. Pendant ce temps, Hinata reçoit un email de Yuki demandant de l'aide et donnant un lieu. Elle s'y précipite immédiatement. Mao rencontre Aki et l'informe du message. Aki est sceptique parce que le journal de Yuno devrait révéler tout message envoyé par Yuki. Il pense que cela pourrait être un piège et que Hinata pourrait être en danger. Mais ensuite, Mao reçoit un autre message d'Hinata disant qu'elle a trouvé Yuki. Malgré ses doutes, Aki ne peut pas l'ignorer. Ils arrivent à l'hôtel et trouvent une chambre où Yuki est censée être attachée. Aki appelle, mais Yuki ne répond pas. Pensant que Yuki pourrait être inconsciente, Aki et Mao entrent dans la pièce, laissant Uji à l'extérieur au cas où quelque chose tournerait mal. Ils réalisent rapidement que c'est un piège. Le Yuki à l'intérieur n'est qu'un mannequin. La porte se verrouille derrière eux et du gaz commence à remplir la pièce. Pendant ce temps, le vrai Yuki est retenu ailleurs. Ses yeux sont ouverts, mais il ne réagit pas. Yuno a choisi l'hôtel de son père car elle en a le contrôle total. À partir d'ici, elle peut observer les autres propriétaires de journaux intimes et la police. Elle est déterminée à passer leur vie ensemble, quel qu'en soit le coût. À ce moment-là, Aki regarde directement la caméra et confronte Yuno à propos des 2 crânes manquants qu'elle a apportés. Aki est retournée chez elle et a trouvé 3 corps enterrés dans un trou. Mais étrangement, 2 d'entre eux manquaient leur crâne. Yuno devient très en colère et crie sur Aki pour avoir dérangé le repos de ses parents. Aki la rassure qu'il les a enterrés correctement mais s'interroge sur le 3e corps. Il menace d'appeler la police à moins que Yuno ne libère tout le monde. Yuno trouve cela amusant, raccroche et soudainement plus de gaz commence à remplir la pièce rapidement. Uji panique après tout ce qui s'est passé et comme Yuki commence à écrire dans un journal. Quand il écrit au sujet de sa mort imminente, son journal se met à jour, faisant de lui le 8e propriétaire de journal. En suivant les instructions du journal, ils trouvent un moyen de sortir de la pièce. En le faisant, le futur écrit dans les journaux de Yuno et Yuki commence à changer. Lorsque Yuno décroche le téléphone pour le lire, Uji fait soudainement irruption dans la pièce. Yuki commence à reprendre conscience, mais est encore faible et incapable de parler. Il se souvient comment il est arrivé ici après avoir bu le cola que Yuno lui a donné, s'évanouissant et se réveillant pour la trouver là. Dans le présent, Uji exige que Yuno libère tout le monde, confiant des prédictions de son journal. Étonnamment, Yuno accepte et lui jette la clé du panneau de contrôle, qu'il utilise pour libérer Aki et Mao. Mais alors qu'il se détourne, Yuno tire une flèche d'arbalète sur lui, seulement pour que son journal se mette à jour avec une nouvelle entrée, alors qu'elle se rapproche de le tuer. Elle réalise que Yuki a été libéré. Yuki attrape l'arbalète, gifle Yuno et explique qu'Hinata a utilisé son pied pour donner un coup de pied à la clé que Yuno a laissé tomber, le libérant. Sans perdre de temps, il retrouve Aki et Mao, apprenant que 3 propriétaires de journaux se dirigent vers l'hôtel. Yuno supplie Yuki de ne pas la laisser seule, mais il lui lance un regard sévère et sort de l'hôtel. Nishijima les prend en charge, et alors qu'ils s'éloignent en voiture, une voiture passe avec les 3 propriétaires de journaux, qui remarquent Yuki, mais ne rebroussent pas chemin. Pendant ce temps à l'hôtel, Yuno se prépare et sort pour protéger son amour, Yuki. Le lendemain, Yuki se rassemble avec l'équipe et révèle ce que Deus a dévoilé. Le 8e propriétaire du journal peut créer plusieurs acolytes en utilisant un serveur. Il n'y a qu'un seul vrai journal, donc casser le journal d'un acolyte ne tuera pas son propriétaire. Juste à ce moment-là, Yuki reçoit un message indiquant que d'autres propriétaires de journaux se dirigent vers chez lui dans 3 jours. Pendant qu'Aki et la bande élaborent une stratégie, Yuki est coincé à la maison, discutant par radio la nuit. Il entend du bruit venant de la cuisine et vérifie prudemment, soulagé de découvrir que c'est sa maman, Ria, de retour à la maison pour un moment. Pendant le dîner, Yuki remarque qu'il y a trop de nourriture, et Ria explique que c'était aussi pour Yuno qui est parti après avoir cuisiné. Yuki est inquiet. 2 jours après, ils emmènent Yuki chez Aki pour la sécurité. C'est immense, choisi parce qu'il y a une tour de téléphonie mobile qui, si elle est désactivée, déconnectera les utilisateurs du journal Sidekick du serveur, les rendant vulnérables. Alors qu'ils attendent, la police rapporte que les cibles se rapprochent du manoir. Soudain, les lumières s'éteignent et la télécommande de l'antenne relais cesse de fonctionner. Yuki panique, se demandant comment leur plan a été dévoilé, pour découvrir que Yuno est de retour. Yuno a coupé le courant pour s'assurer qu'elle soit la seule protectrice de Yuki. Sans choix, Aki laisse Yuno entrer à contre-cœur. Il l'attache avec Uji et part désactiver lui-même la tour de téléphonie mobile. Bientôt, Marco et Ai, 2 propriétaires de journaux, apparaissent. Marco est un expert en combat et bat facilement Nishijima parce que son journal prédit les mouvements de son adversaire. Réalisant qu'ils ne peuvent pas gagner un combat, tout le monde se cache jusqu'à ce qu'il puisse éteindre l'antenne relais. Le journal d'Ai lui dit où elle flirtera à l'avenir, alors il trouve rapidement Mao et Hinata et les met hors jeu.
Yuno pousse Yuki et ferme la porte avant que Marco ne la casse. Elle demande à Yuki de la détacher, mais il hésite parce qu'elle l'a trahi alors qu'il voulait l'épouser. Marco casse la porte, mais Aki désactive la tour, déconnectant les journaux de Marco et Ai. Malgré cela, Marco et Ai, les 7e propriétaires du journal, en rient. Yuno dit à Yuki qu'elle l'aime vraiment et promet de ne plus jamais le trahir. Yuki finit par la détacher et elle attrape un couteau. Marco et Ai, amants avec des journaux intimes interconnectés montrant l'avenir de l'autre, se battent pour prouver dont l'amour est le plus fort. Ai lance un couteau, mais Yuno bloque chaque attaque avec habileté. Impressionné par son courage, Yuki la félicite alors qu'elle repousse leurs assaillants. Après avoir épuisé leurs couteaux, Marco et Ai battent en retraite, emmenant Mao et Hinata pour des soins médicaux. Tension extérieure. Tout à coup, des flammes envahissent toute la maison. Au milieu du chaos, Yuki avoue à Yuno qu'il a encore des doutes sur le fait de lui faire entièrement confiance. Yuno s'en moque, insistant que tant qu'elle peut lui être utile, c'est tout ce qui compte pour elle. Elle promet une loyauté sans faille, prête à agir selon ses ordres sans hésitation. Leur vol les mène à une confrontation tendue avec Ai et Marco. Yuno fonce en avant, mais leurs efforts coordonnés la submergent. Marco, furieux de la posture protectrice de Yuki envers Yuno, malgré le fait qu'il soit un homme, interroge avec colère la nature de leur relation. Yuki, admettant sa propre vulnérabilité et dépendance envers Yuno, lutte pour justifier leur lien à Marco. Lorsque Yuno s'effondre inconscient, l'histoire revient 14 ans en arrière à la tour de Sakurami, où Ai a été abandonnée par ses parents. Seule et abandonnée, elle a rencontré Marco, un autre orphelin. Malgré l'agacement initial de Marco face à l'attachement d'Ai, il passe du temps avec elle à contre-cœur. Au fil des ans, Ai tombe amoureuse de lui en silence, mais garde ses sentiments cachés, pensant qu'ils ne sont pas partagés. Des rumeurs se répandent à l'école selon lesquelles Ai et Marco sortent ensemble, suscitant la jalousie parmi les filles moins attirantes. En guise de représailles, il trompe Ai en la convoquant dans une usine abandonnée sous le nom de Marco, dans l'intention de lui donner une leçon sévère. Ai s'est précipitée dans l'ancienne usine délabrée en s'attendant à ce que Marco la rejoigne bientôt. Elle lui a envoyé des messages à plusieurs reprises, mais au lieu de Marco, une bande de garçons peu attirants a fait irruption. Ces garçons avaient entendu des rumeurs de filles dégoûtantes selon lesquelles Ai était une cible facile parce qu'elle n'avait pas de parents. Ils ont commencé à détruire son plan en saisissant leurs chances un par un. Chez Marco, il continuait d'essayer d'appeler Ai après avoir vu ses messages rester sans réponse. De plus en plus inquiet, il s'est précipité à l'usine. À son arrivée, c'était un véritable bazar. Animé par la colère et la peur pour la sécurité d'Ai, Marco a laissé éclater sa fureur sur les garçons, les battant avec brutalité. Dévasté par les événements, Marco s'est enfoncé dans la culpabilité et le désespoir. Il croyait avoir échoué à protéger Ai, la personne qui comptait le plus pour lui. Il a même pensé à mettre fin à ses jours, mais Ai l'a arrêté. Elle a supplié en pleurant, le priant de ne pas l'abandonner comme ses parents l'avaient fait des années auparavant. Pendant ce temps, à l'hôpital où Yuno et Yuki se rétablissaient sous le plan minutieux d'Uki, Nishijima a élaboré une stratégie astucieuse impliquant Meinin. Il a donné à Yuki de fausses informations selon lesquelles Meinin savait comment vaincre Marco et Ai, piégeant Marco à travers le journal intime de Yuki. Pendant cette période, le père de Yuki, Kuru, leur a fait une visite surprise. Inquiet pour son fils, il a finalement parlé de leurs problèmes financiers familiaux causés par ses dettes qui l'ont éloigné de Yuki. Malgré le chagrin, Kuru a promis de régler les choses et de réunir leur famille afin qu'ils puissent réaliser leur rêve de regarder les étoiles ensemble à nouveau. Alors que Yuki continuait de se remettre à l'hôpital, Kuru a reçu un appel inquiétant. Quelqu'un lui a demandé de détruire le téléphone portable de Yuki pour régler ses dettes. Kuru ne savait pas que Yuno avait entendu la conversation, ajoutant encore plus de mystère. Le lendemain, Nishijima se rend dans un orphelinat dirigé par Kamado, le soupçonnant d'être le 8e propriétaire du journal, lié à la destruction du manoir d'Uki. Pendant ce temps, à l'hôpital, Yuki attrape Yuno juste au moment où elle s'apprête à confronter son père, Kuru. Il exige de savoir de quoi il retourne après que Yuno ait révélé qu'elle a entendu dire quelque chose à propos du 11e propriétaire de journal qui aurait ordonné à Kuru de détruire le téléphone de Yuki. Yuki trouve cela difficile à croire, mais avant qu'il ne puisse réagir, Marco appelle Yuno, confirmant que le père de Yuki sait qui est le 11e propriétaire du journal. Marco menace Yuno, lui demandant d'amener Kuru à la tour de Sakurami, sinon il cassera leur téléphone. Yuno retourne dans la chambre d'hôpital et propose un marché, la sécurité de Kuru, en échange de sa visite chez Marco. Kuru, confus mais faisant confiance au plan de Yuno, accepte à contre-cœur. Inconnu de Kuru, Yuno a orchestré cela pour manipuler Marco et possiblement reprendre le contrôle de leurs journaux. Lorsque les autres propriétaires de journaux arrivent, Kuru va rencontrer Marco et est rapidement submergé. Avec les journaux de Yuki et Yuno devenus inutiles, Marco défie Yuki à un duel, se moquant de lui pour s'appuyer sur la protection de Yuno. Enragé par le danger auquel son père faisait face, Yuki fonce sur Marco, mais est facilement repoussé. Dans un retournement surprenant, Kuro casse ce qui ressemble au téléphone de Yuki. Choqué, Yuki réalise que c'était un leurre. Yuno, réagissant rapidement, saisit le bouquet contenant les vrais téléphones, exposant le bluff précédent de Marco à propos de leur fausseté.
Yuno tend le vrai téléphone à Yuki, lui assurant qu'elle est la seule en qui il peut avoir confiance dans cette situation chaotique. Kuro s'approche ensuite de Yuki, expliquant qu'une fois ses dettes réglées, il remplacera le téléphone. Yuki, auparavant blessé par les actions de son père, comprend maintenant que Kuro a agi sans connaître les journaux du futur. Soudain, tout le bâtiment se met à trembler violemment et Yuki se retrouve à tomber à travers un sol qui s'effondre. Yuno et Kuro se précipitent pour le sauver, avec Yuno arrivant juste à temps pour tirer Yuki en sécurité. Mais leur soulagement est de courte durée car Marco utilise le pouvoir de son journal pour emporter Kuro, laissant Yuki choqué et vulnérable. Pendant ce temps, Nishijima reçoit des nouvelles urgentes concernant le chaos qui éclate à la tour Sakurami. Il espérait découvrir les serveurs contrôlant les journaux subsidiaires, mais s'est retrouvé dans une impasse dans sa recherche. Au sommet de la tour, Marco et Ai célèbrent leur mariage tant attendu. Yuno reste ferme, prête à les affronter. Puis la voix de Yuki résonne, admettant sa propre faiblesse et confiant à Yuno la bataille à venir. Marco est furieux et charge Yuno. Il évite son couteau et lui donne un coup de pied, attrapant son téléphone pour trouver l'emplacement de Yuki. Marco se précipite dans la pièce, mais Yuki n'est pas là car le journal qu'il a est faux, ce qui signifie qu'Ai est maintenant en danger. Alors qu'il se dépêche de l'avertir, Yuki lance une fléchette et la manque. Mais Yuno tue Ai. Le bâtiment commence à s'effondrer. À ce moment-là, Kuro attrape un parachute et s'échappe, laissant tout le monde sous le choc. Plus tôt, Ria a reçu un appel de Nishijima au sujet de Yuki étant piégé dans la tour, alors elle est venue aider. Voyant Kuro avec un parachute, elle le confronte, exigeant de savoir où est Yuki. Kuro, ne voulant pas admettre qu'il a laissé son fils derrière, insiste qu'il ne sait rien et la supplie de le laisser partir. Quand Ria ne cède pas, Kuro commence à paniquer. À l'intérieur du bâtiment qui s'effondre, Yuno, Yuki et Ai sont coincés sous un bloc de béton. Malgré la situation, Ai est soulagé que Marco soit en sécurité et puisse continuer à vivre. Mais Marco refuse de l'abandonner. Il lutte pour déplacer les blocs malgré ses blessures. Yuki l'aide et demande à Yuno de l'assister également, mais elle hésite car il pourrait perdre Ai comme otage. Yuki se demande si elle l'aime vraiment ou si elle est juste une psychopathe, ce qui rend difficile pour lui de lui faire confiance si elle continue de l'ignorer. Yuno finit par lâcher le couteau et aide. Dehors, Marco tient Ai dans ses bras. Il donne le parachute à Yuki, lui demandant de prendre soin de la fille qu'il aime. Puis Marco et Ai meurent ensemble. Yuki et Yuno atterrissent en sécurité, mais Nishijima arrive avec la triste nouvelle de la mort de Ria. Plus tard dans la nuit, Yuki est assis dans sa chambre, incapable d'accepter la sombre réalité. Il supplie Deus de ramener sa mère, mais Deus refuse, expliquant que son propre temps est presque écoulé. Si un nouveau dieu n'est pas choisi bientôt, l'univers s'effondrera. Après le départ de Deus, Murmure dit à Yuki que devenir un dieu est le seul moyen de ramener sa mère. De retour dans le monde des humains, Yuki apprend que c'est son père, Kuro, qui a tué sa mère. Quand Yuki le confronte, Kuro rit simplement et lui demande si Yuki a des preuves. Yuki repère un reçu de magasin de prêt et décide de suivre Kuro pour voir s'il peut trouver des preuves. Le lendemain, Nishijima interroge Yuno au sujet d'un troisième corps trouvé chez elle, mais elle ne répond pas et part. Nishijima doit attendre les résultats ADN pour obtenir plus de réponses. Yuki se réveille tard et se dirige vers le magasin de prêt sur gage. Il voit Kuro monter dans une voiture et le suit jusqu'à un sanctuaire. Lorsque Kuro arrive, Yuki attrape son sac et trouve un télescope à l'intérieur. Kuro explique qu'il voulait arranger les choses avant de se rendre et rendre le télescope à Yuki. Kuro promet de trouver un vrai travail et de repartir à zéro une fois qu'il aura purgé sa peine. Yuki lui pardonne, mais ensuite un garde poignarde Kuro. D'autres gardes entourent Yuki et attaquent, mais Yuki, dans un accès de rage, utilise son journal pour les abattre un par un. Yuno arrive et trouve Yuki. Déterminé à devenir un dieu et à éliminer tous les autres propriétaires de journaux, Yuki menace Yuno avec un couteau. Yuno l'embrasse, disant qu'elle veut mourir de sa main, mais elle veut aussi qu'il l'utilise jusqu'à la fin. Quelques jours plus tard, à la mairie, le maire ordonne la destruction de l'orphelinat de Kamado, les accusant d'héberger la personne responsable de l'explosion de la tour. Malgré l'opinion générale selon laquelle c'est trop sévère, le maire reste inflexible, promettant de trouver de nouveaux foyers pour les orphelins. Pendant ce temps, à la cathédrale du Sinistre, les autres propriétaires de journaux poussent à éliminer Yuno et Yuki car ils n'ont pas assisté aux 5 dernières réunions et la mort de Deus s'approche. Le 11e propriétaire de journal est particulièrement insistant. Juste au moment où Deus est sur le point d'agir, Yuki et Yuno arrivent. Yuki révèle que le propriétaire du 11e journal est en fait le maire de la ville, et Deus le confirme en dévoilant l'identité de chacun. Yuki explique qu'il a passé les 5 derniers jours à l'hôtel de ville à rassembler des informations sur les événements de la ville. Lorsque le maire a ordonné la démolition de l'orphelinat, Yuki a réalisé qu'il était impliqué. Yuno et Yuki décident de faire équipe avec Kamado pour affronter le maire. Yuno révèle que le maire veut le journal multiplicateur de Kamado pour augmenter son pouvoir. Yuki est excité à l'idée de se rapprocher de devenir un dieu.
Soudainement, Yuno attrape Yuki, l'exhortant à tuer tous les autres propriétaires de journaux pour qu'il puisse devenir un dieu et ramener ses parents. Pendant ce temps, Nishijima est choqué de découvrir que le 11e propriétaire de journal est le maire, d'autant plus qu'il vient d'être assigné comme garde du corps du maire. Il découvre également que les parents de Yuno, Gasai Ushio et Gasai Seika, étaient issus d'une famille bancaire prestigieuse, mais n'avaient pas d'enfants biologiques, ce qui signifie que Yuno a été adopté. Pendant ce temps, Yuno et Yuki convainquent Kamado de s'allier avec eux pour abattre le maire. Certains des enfants de Kamado, comme Nanba, se méfient de Yuki, mais acceptent d'aider pour protéger Kamado. Voici le plan. Yuki utilisera du gaz lacrymogène pour s'en prendre au maire. Orin guidera les autres propriétaires de filiales à l'aide de son journal. Nanba, avec son journal en copie, protégera Kamado et gardera un œil sur Yuki pour s'assurer que tout se passe bien. Tout se déroule selon le plan de Yuno. Orin, un autre propriétaire de journal subsidiaire, offre à Yuki une boule de riz. Elle l'a rencontré lors de l'incident d'Onkata et croit qu'il est une bonne personne. Elle explique que leur mère, Kamado, n'est pas mauvaise non plus. Kamado ne voulait pas devenir un dieu. Ils lui ont demandé de le faire pour sauver le monde et en faire un endroit meilleur. Après que Yuki ait fini sa boule de riz, il est temps de passer au plan. Alors que la voiture du maire s'approche, il l'arrête et crée un écran de fumée. Les propriétaires des filiales commencent à attaquer les gardes, mais soudain un appareil dans la voiture brouille leur téléphone. Étonnamment, Yuki commence à éliminer chaque propriétaire de filiale un par un, tandis que Yuno s'occupe sans pitié d'Orin et de Nanba. C'était le plan de Yuno depuis le début. Yuki s'excuse, mais promet de sauver tout le monde une fois qu'il deviendra un dieu. Kamado s'échappe dans la voiture du maire avec Yuno et Yuki à leur trousse, visant à abattre à la fois le 11e et le 8e propriétaire de journaux. Yuno panique lorsqu'elle réalise qu'Aki a découvert l'identité du 3e corps. Elle craint de perdre Yuki si c'est vrai, mais il la rassure en lui disant qu'il ne la quittera pas. Yuno essaie de tirer sur les pneus de la voiture, mais le journal du maire les aide à éviter les attaques. N'ayant pas d'autre choix, Yuki pousse la voiture hors de l'autoroute. Yuno vise le maire avec son arme, mais il reste calme. Bientôt, Aki arrive avec quelqu'un et remet une boîte à Yuki, lui disant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouve le cordon ombilical de Yuno, trouvé dans son orphelinat. La comparaison de l'ADN avec le 3e corps est une correspondance parfaite, révélant que la vraie Yuno est morte et que l'actuelle Yuno est une imposture. Yuki est stupéfait, mais Yuno panique, insistant que ce sont tous des mensonges et qu'elle est la vraie Yuno. Yuki la serre dans ses bras, promettant qu'il ne doutera jamais d'elle. Après leur évasion, une réunion est convoquée ce soir-là pour discuter du renforcement de la protection du maire. Après 30 minutes, Minain arrive à l'endroit du maire, une pièce abritant le 3e superordinateur le plus puissant du Japon. Le grand plan du maire est d'utiliser le journal multiplicateur de Kamado pour transformer chaque habitant de la ville en un propriétaire de journal du futur, créant ainsi un royaume où tout le monde peut prédire l'avenir. Là de ses folies, Minain lui lance une grenade, mais il l'attrape et la renvoie. Nishijima voit l'explosion et alerte les autres officiers. Heureusement, Minain s'en sort indemne, mais la police commence à se rapprocher d'elle rapidement et étrangement avec précision. Elle commence à soupçonner que le maire pourrait avoir un journal similaire à celui de Tsubaki, qui lui permet de prévoir les actions de ceux qui travaillent pour lui. Avant qu'elle ne soit attrapée, Nishijima la sauve et fait un faux rapport aux autres agents. Un agent suspect interroge ses intentions. Mais Nishijima, conscient des plans du maire, a décidé de se ranger du côté de Minin. Il sort alors une bague et lui propose. Minin, ne connaissant pas le mariage, prend un moment pour comprendre sa proposition. Quand elle s'en rend compte, elle retire sa main et l'accuse de vouloir l'utiliser pour son corps. Nishijima le confirme franchement, ce qui fait rougir Minin de manière intense et s'éloigner. Elle veut détruire le superordinateur avant que les choses ne s'aggravent. Nishijima l'arrête en promettant de la rendre heureuse. Frustré, Minin accepte de l'épouser s'il détruit l'ordinateur. Nishijima relève le défi. À l'intérieur du bâtiment, Kamado révèle son journal multiplicateur, que le maire utilise pour se connecter au superordinateur. Minin essaie d'infiltrer en utilisant une bombe éclair, mais la sécurité est préparée grâce au journal du maire. La connexion se termine, mais Nishijima entre en courant et lance une grenade, provoquant une explosion. Ils parviennent à s'échapper, mais Minin doute de leur réussite. Elle soupçonne le maire, s'il a un journal intime comme celui de Tsubaki, d'avoir peut-être prévu les actions de Nishijima. Après avoir tenu sa promesse, Nishijima serre Minin dans ses bras, affirmant qu'elle lui appartient désormais. Alors qu'il essaie de l'embrasser, Minin, bien que résistante, commence à céder. Soudain, un message radio annonce plusieurs crimes dans toute la ville. Il s'avère que l'ordinateur détruit n'était qu'une partie de tout le réseau de superordinateurs. Et maintenant, tout le monde dans la ville a un journal du futur. Les gens peuvent désormais prévoir les mouvements boursiers, leur propre mort, et bien plus encore, plongeant la ville dans le chaos. Dans la cathédrale, Deux s'est vraiment épuisé et décide de faire une pause. Il a l'impression que Murmure prépare quelque chose de sournois et veut agir avant de perdre complètement ses pouvoirs. Pendant ce temps, Hinata et les autres se sont associés à Minin et Nishijima après qu'Aki a partagé des informations cruciales.
Maintenant, chacun d'eux a son propre journal du futur. Selon le journal d'Uji, il y a 2 super ordinateurs appelés Holon en haut des Quad Towers, et ils doivent être détruits en même temps. Cela signifie que tout le monde doit travailler ensemble. Au début, Uji hésite à aider à cause de ce que Minin a fait à son école. Cependant, il décide que si travailler avec un criminel est nécessaire pour sauver la ville, il est prêt à le faire. Le lendemain, le groupe arrive aux Quad Towers et se divise en 2 équipes. Le maire les attend et ordonne à ses gardes d'éliminer tout le monde. Mais Minin a découvert que le journal du maire peut voir ce que les autres propriétaires de journaux prévoient. Pour le tromper, elle écrit de fausses entrées dans son journal. Avec cette stratégie, Minin et son groupe parviennent à infiltrer la tour plus facilement que prévu. Cependant, le maire a encore des tours dans son sac. Alors que Minin et Nishijima avancent, une bombe explose soudainement et Nishijima est touché par balle. Malgré sa blessure, Nishijima protège Minin des balles. Yuki arrive juste à temps, élimine les gardes et s'excuse d'avoir utilisé Nishijima comme diversion. Pendant ce temps, Yuno progresse à travers les étages, éliminant des ennemis avec une arme à feu et un katana. Selon leur plan, Yuno part libérer Uji et les autres, tandis que Yuki va affronter le maire. Après quelques combats intenses, Yuki et Yuno retrouvent le reste du groupe et poursuivent leur mission. Alors qu'ils avancent, Minin pointe son arme sur Yuki, lançant un ultimatum sévère. À moins qu'il n'élimine le maire après avoir utilisé Nishijima comme appât, elle prendra sa vie elle-même. Yuki reste silencieux, déterminé à confronter le maire. Il le trouve rapidement, mais le maire se réfugie dans une chambre forte fortifiée d'une banque autrefois détenue par les parents de Yuno. Minin force l'assistant du maire et parvient à ouvrir la porte, pour ne trouver qu'une autre barrière qui résiste au code ou aux cartes clés. Ne trouvant pas d'issue, Minin braque son arme sur Yuki. Nishijima était le seul à lui promettre le bonheur, et maintenant elle est déterminée à venger sa mort en prenant la vie de Yuki. Quand elle tire, Yuki esquive et s'échappe. Minin trouve la quête unique de Yuki pour la divinité à travers la résurrection de ses parents pathétiques. Elle souligne combien d'autres ont perdu des proches et ne peuvent même pas se souvenir d'eux, contrairement à Yuki. Minin raconte sa propre perte tragique. Ses parents sont morts avant qu'elle puisse même parler, la laissant se débrouiller seule au milieu des ruines et de la privation. Tandis que Minin parle, Yuki se trouve dans un dilemme périlleux. Il sait que son destin est scellé, mais tout mouvement qu'il fait pour changer l'avenir sera trahi par le bruit statique révélateur. Le maire, le regardant avec suffisance, sait que la deuxième porte du coffre nécessite un scanner rétinien, enregistré uniquement à lui, Yuno, et à ses parents décédés. Avec les parents de Yuno disparus et elle étant une imposteur, la porte reste fermée. Ailleurs, après avoir libéré Uji et les autres, Yuno localise Kamado et tente une attaque. Aki intervient rapidement, bloquant l'attaque. Juste à ce moment-là, Yuno reçoit une nouvelle entrée de journal sur les dernières volontés de Yuki. Il y est écrit que Yuki demande à Yuno d'utiliser sa future divinité pour ramener ses parents après sa mort. De retour au coffre, Minin entend un bruit statique, mais c'est juste un téléphone portable qui sonne. Yuki saisit l'occasion de tirer, choisissant de ne pas tuer Minin s'il peut l'éviter. Alors que Minin se prépare à riposter, elle aperçoit en Yuki un reflet d'elle-même, une autre orpheline désespérée de trouver une conclusion. Hésitante, Minen est touché par la balle défensive de Yuki, l'incapacitant. Résolu, Yuki se dirige vers le coffre. Le maire se moque de la supposée disparition de Minen, déçu par le manque de drame venant d'une criminelle internationale. Mais Minen surprend tout le monde. Elle est encore en vie, armée d'une bombe prête à exploser si son cœur s'arrête. Elle se barricade entre les portes du coffre-fort, exhortant Yuki à remettre les choses en ordre quand il deviendra un dieu. Juste avant sa fin, Minen voit ses parents et elle-même plus jeune, reconnaissante pour sa décision courageuse. Malgré le fait d'avoir brisé le détonateur de la bombe, le coffre-fort reste intact. Pendant ce temps, Yuno arrive et dit à Yuki de démolir l'ensemble du Holon dans la tour sud pendant qu'elle surveille le maire. Yuki accepte et part. À l'intérieur du coffre, le maire se résigne à n'avoir qu'un seul Holon. Mais Yuno ouvre rapidement la porte du coffre et le capture sans hésitation. Yuki détruit avec succès l'intégralité du Holon et apprend la mort du maire. Étonné par la manière dont Yuno a réussi, il se retrouve maintenant face à Kamado, le seul propriétaire de journal restant de la ville. Comme promis, Aki prévoit de remettre Kamado à Yuki chez lui. Initialement convaincu que la détermination de Yuki à ramener ses parents en fait le meilleur candidat pour devenir un dieu, Aki commence à avoir des doutes après avoir vu Yuno ouvrir la porte du coffre sans effort. Alors que le motif de Yuki est clair, les intentions de Yuno restent mystérieuses. Soudainement, une étrange sphère noire apparaît sur les toits de toute la ville, signalant son effondrement imminent. Murmure se pose des questions sur la mort prématurée de Deus, soupçonnant qu'il a fait quelque chose dans son dos. Kamado et Aki entrent dans la cathédrale, où Murmure essaie d'éliminer Aki, seulement pour que Deus intervienne
Il interroge Deus sur la capacité du dieu à réinitialiser tout, y compris à ramener les morts. Deus confirme qu'une telle réinitialisation est impossible. Réalisant cette vérité, Aki retourne rapidement dans le monde des humains pour informer Yuki. Kamado a créé un nouveau journal spécifiquement pour Aki. Yuki et Yuno sont en mission pour ramener Kamado. Elle demande s'il pourrait un jour tuer Aki et leurs amis s'ils se retournaient contre lui. Yuki évite la question, faisant trop confiance à Aki pour y penser. Mais à leur arrivée, ils découvrent à leurs dépens qu'Aki les a trahis. Kamado s'échappe avec Aki et les autres. Dans un accès de rage, Yuno poignarde Aki. Yuki est stupéfait, pensant qu'Aki est mort. Mais Aki se relève, bien vivant, grâce à un gilet par couteau. Yuno continue d'attaquer, mais Aki a des mouvements. Il contre tout ce qu'elle lui lance sans effort. Yuki est perplexe. Comment Aki survit-il malgré ce que montre son journal? Puis ça lui vient à l'esprit, Aki a aussi un journal du futur. Yuki prévient Yuno de se retirer. Aki, impressionné par la déduction de Yuki, révèle son secret. Son journal subsidiaire lui permet de prévoir les actions des autres propriétaires de journaux. Yuno dit à Yuki de chasser Kamado pendant qu'elle s'occupe d'Aki. Yuki accepte, mais il a le cœur brisé en voyant la trahison d'Aki. De retour chez Aki, le plan d'Aki fonctionne. Il retient Yuno assez longtemps pour Hinata, et les autres pour dire la vérité à Yuki. Mais ensuite, de nulle part, Yuno se poignarde. Si elle meurt, Yuki sera informé et il ne fera confiance à rien de ce que disent les autres. Aki est plongé dans ses pensées lorsque Yuki arrive. Hinata essaie de le convaincre que Yuno l'a manipulé depuis le début. Elle révèle que même s'il devient un dieu, il ne peut pas ramener les gens à la vie. Yuki est choqué, rit hystériquement et accuse Hinata de mentir. Les dieux peuvent tout faire, n'est-ce pas? Mais quand Hinata lui dit que c'est Deus lui-même qui l'a dit, Yuki panique, réalisant la gravité de sa situation. Juste à ce moment-là, il reçoit un appel. Aki essaie de le joindre, mais Yuno est déjà en ligne. Elle supplie Yuki de la sauver, avertissant qu'Aki va la tuer et que tous ses amis complotent contre lui. Yuki vérifie son téléphone et confirme sa déclaration. Dans un geste désespéré, il pointe une arme sur Hinata, exigeant de savoir pourquoi ils le trahissent. Hinata essaie de le raisonner, insistant que Yuno est le vrai manipulateur. Mais Yuki, dans un moment de panique, lui tire dessus et la traite maintenant de lâche qui ne peut pas affronter la vérité. Yuki, maintenant perdu dans ses délires, lui tire dessus ainsi qu'à Aoji. En passant devant leur corps, il promet de les ramener une fois qu'il deviendra un dieu. Aki arrive enfin sur la scène, horrifié par la vue des corps morts. Il regrette d'avoir sauvé la vie de Yuno plus tôt, car cela lui a permis de tromper Yuki, entraînant la mort de tout le monde. Il dit à Yuki que Yuno simulait leur amitié depuis le début, planifiant de le tuer et de prendre sa place en tant que dieu. Juste à ce moment-là, Yuno apparaît. Aki surprend tout le monde en embrassant Yuki juste devant elle, puis passe à la destruction de son journal. Il réussit à le détruire, mais rien ne change et Yuno lui inflige une coupure mortelle. Alors qu'Aki est allongé là, mourant, il est perplexe. Il a vu des parasites à l'écran, donc il sait que le journal était réel. Puis il comprend. Le vrai journal de Yuno appelait toujours Yuki par son prénom, mais celui qui l'a détruit utilisait son nom de famille, Amano. De l'autre côté, Yuki demande à Yuno comment elle peut encore être debout après que son journal a été détruit. Yuno lui dit que c'était un leurre. Yuki ne réfléchit pas trop et se précipite pour affronter Kamado. Avant de mourir, Kamado supplie Yuki de créer un monde paisible pour ses enfants. Avec Kamado parti, il ne reste que Yuno et Yuki. Aki, à peine en vie, se souvient avoir pensé que le cadavre chez Yuno était le vrai Yuno et que celui qui est actuel était faux. Mais maintenant, en se souvenant comment Yuno a ouvert le coffre, il réalise la vérité. Incapable de parler, il écrit un message pour Yuki. Alors qu'il s'approche, Yuno lui coupe la tête, mais Yuki parvient à lire le message. Pendant ce temps, dans la cathédrale, Deus est mort, et le dernier fragment de pouvoir qui maintient le monde ensemble disparaîtra le 28 juillet. Yuki et Yuno reçoivent cette nouvelle sombre. 3 jours plus tard, Yuki se détend chez Yuno, se sentant enfin en sécurité maintenant qu'il n'a plus à s'inquiéter d'être tué. Il a accepté qu'il ne peut pas ramener les morts, mais l'avertissement d'Aki à propos de Yuno et le message qu'il a laissé le hantent toujours. Après le dîner, alors que Yuki essaie d'aller dans sa chambre, Yuno l'arrête. Elle s'effondre en pleurant, demandant pourquoi il ne flirte pas avec elle. Elle sait qu'elle n'est bonne qu'à tuer, mais elle espérait que Yuki tomberait amoureux d'elle. Maintenant, en le voyant choisir encore une autre chambre, elle se sent pathétique et se retire dans sa chambre. Yuki voit à quel point Yuno l'aime et a du mal à croire qu'elle le tuerait, surtout après avoir eu de nombreuses occasions. Enfin, nous sommes le 27 juillet, la veille de la fin du monde. Maintenant, Yuki se sent coupable d'avoir douté de Yuno. Il décide de lui montrer ses véritables sentiments avant qu'il ne soit trop tard. Pour la première fois, Yuki invite Yuno à prendre un bain ensemble. Plus tard, ils vont dans sa chambre et Yuki détruit son complot. Ensuite, maintenant plus proche que jamais, Yuki demande à Yuno pourquoi elle a menti en disant qu'elle ramènerait tout le monde à la vie s'il devenait un dieu. Yuno sort soudainement sa hache. Elle s'excuse d'avoir menti, disant qu'elle l'a fait pour motiver Yuki à s'efforcer de devenir un dieu. Maintenant qu'ils ont éliminé tout le monde, son dernier souhait était qu'il la tue. Yuki refuse. Si devenir un dieu signifie la perdre, il ne le veut pas.
Il est content qu'ils puissent mourir paisiblement ensemble, mais il se demande toujours au sujet du message étrange d'Aki. Yuno pose la question et Yuki explique qu'Aki croyait que Yuno venait du futur, était déjà devenue une déesse, et avait voyagé dans le temps pour prendre la place de la Yuno de ce monde en la tuant. Soudain, Yuno attrape la hache et attaque. Elle voulait juste un jour heureux avec lui, mais maintenant elle réalise qu'elle ne l'obtiendra pas dans ce monde non plus. Les attaques de Yuno forcent Yuki à esquiver et il se retrouve près du bord d'un trou. Soudainement, Murmure apparaît et pousse Yuki dans le trou. Alors qu'il tombe, il revit des souvenirs de sa première rencontre avec Yuno. Murmure explique qu'à ce moment-là, Yuno avait déjà cherché à se venger en les enfermant dans une cage et en les laissant mourir de faim. Yuno avait perdu tout espoir jusqu'à ce qu'elle rencontre Yuki, qui est devenu son rayon d'espoir. Murmure révèle ensuite comment le premier monde a pris fin. Le plus grand rêve de Yuno était d'épouser Yuki, mais tout a changé lorsque le jeu de survie a commencé, où un seul pouvait survivre. Après avoir vaincu tous les autres propriétaires de journaux intimes, Yuno et Yuki ont décidé de mourir ensemble en prenant du poison. Cependant, Yuno a fait semblant de le prendre aussi. Elle croyait également qu'en devenant une déesse, elle pourrait ramener Yuki à la vie. Mais bientôt, elle a réalisé que ce n'était pas possible. Submergée par le chagrin de ne pas pouvoir revoir Yuki, elle a utilisé ses pouvoirs divins pour voyager dans le temps jusqu'au deuxième monde où Yuki était encore en vie. Sans hésitation, elle a effacé la Yuno du deuxième monde parce qu'elle refusait de partager l'amour de Yuki. Yuki est bouleversé par ses émotions, réalisant que la fille qui avait promis d'être son épouse n'existe plus. Il tente désespérément de l'aider, mais Murmure explique que ce ne sont que des illusions, rendant ses efforts vains. Étrangement, au bord de la mort, Yuno entend la voix de Yuki l'appeler, implorant de l'aide. Murmure est choqué par cela et met immédiatement fin à l'illusion, les ramenant au présent. Il y a des détails cruciaux que Murmure n'avait pas révélés à Yuki. Elle-même est du premier monde, servant comme fidèle servante de Yuno. Lorsque Yuno est arrivé dans ce monde et a éliminé la Yuno du deuxième monde, Murmure a utilisé ses pouvoirs pour effacer certaines parties de la mémoire de Yuno. La raison pour laquelle les événements ne se sont pas déroulés comme dans le premier monde est que Yuki a accidentellement ouvert une porte dans la maison de Yuno, révélant la vérité sur la Yuno du deuxième monde. Peu à peu, Yuno a commencé à se souvenir de son passé, ce qui a entraîné de petits changements qui ont finalement remodelé toute la chronologie. Dans le présent, Yuki confronte Yuno, exigeant de savoir pourquoi elle essaie de le tuer. Yuno révèle qu'au départ, elle voulait que Yuki la tue pour qu'il puisse devenir dieu. Cependant, quand Yuki a refusé et a suggéré qu'ils meurent ensemble, elle ne pouvait pas l'accepter. Yuno explique que si Yuki ne devient pas dieu, l'univers entier sera détruit. Pour éviter cette catastrophe, le précédent Deus ne lancera pas le jeu de survie et choisira une méthode différente pour choisir le prochain dieu. Sans le jeu, Yuno craint que leur relation ne se développe pas, la laissant être vue comme simplement une harceleuse. Déterminée à sauver à la fois Yuki et le monde, elle insiste pour le tuer afin qu'elle puisse devenir dieu et réinitialiser le temps pour être avec lui pour toujours. Yuki est bouleversé par cette révélation. Alors qu'il commence à tomber, Yuno utilise ses pouvoirs pour intervenir. Juste au moment où Murmure est sur le point de déclarer Yuno vainqueur, un bruit statique surprenant révèle que Yuki est toujours vivant. Mainin apparaît de façon inattendue et sauve Yuki, prenant Murmure par surprise. Ils utilisent le saut temporel de Deus pour voyager vers le troisième monde, s'écrasant dans un bâtiment à leur arrivée. La survie de Minin est expliquée par le fait que Deus l'a sauvé de la disparition et l'a emmené dans un endroit même Murmure n'aurait pu atteindre. Deus, proche de sa fin, a transféré une partie de son pouvoir et de ses connaissances à Minin, la voyant comme la personne légitime pour changer le monde pour le mieux en raison de ses souffrances. En ce moment, ils sont coincés dans le tiers-monde, il y a 2 ans, avec juste une année de plus avant que le jeu de survie mortelle ne recommence. Soudainement, Yuki reçoit un message glaçant. Une autre version de Yuno est en route pour tuer la Yuno de ce monde, et ils ont seulement 2 heures pour l'arrêter. Déterminé à sauver la Yuno de ce monde d'un destin horrible, Yuki se met en action. Dans cette réalité, Yuno fait face à une terrible maltraitance de la part de sa mère, tandis que les parents de Tsubaki sont sur le point de monter dans leur voiture. Pendant ce temps, le maire propose l'idée de ses futurs journaux à Deus. Mais les choses prennent une tournure étrange avec un bug inattendu. Yuki et Minin arrivent chez Yuno, seulement pour la trouver vide. Seika est sortie, laissant Yuno seule dans un état déchirant. Yuki est choquée de la voir si affamée, elle ronge des morceaux d'un tapis de sol et s'étouffe. Il compose immédiatement le numéro de l'ambulance, espérant changer le cours de son destin tragique. Mainin est furieux. Leur mission était d'arrêter Yuno et Murmure, mais toute mauvaise décision pourrait sérieusement perturber l'avenir de ce monde. Malgré les risques, Yuki refuse d'abandonner Yuno. Juste à ce moment, Yuno et Murmure apparaissent, et Yuno a cette chose bizarre en forme d'orbe qui a emprisonné les parents de Yuki de ce monde à l'intérieur. Minin les attrape et dit à Yuki que ses parents sont déjà partis dans leur monde d'origine. Ils ne peuvent plus jouer avec le destin, sinon ils détruiront l'avenir de ce monde. Yuno doit partir. De retour chez Yuno, l'ambulance arrive avec Oshino, qui a reçu un appel pensant que la mère de Yuno était encore en train de faire des siennes. Voyant la douleur de son passé, Yuno perd le contrôle et poignarde Oshino dans un accès de rage, essayant de repousser quiconque s'approche jusqu'à ce que Murmure intervienne.
Pendant ce temps, Mainin a un endroit urgent où aller et dépose Yuki à l'école avant de partir. Yuki est déterminé à garder Yuno en sécurité, la guidant vers la salle de classe où tout a commencé. Après l'avoir mise en sécurité, Yuno apparaît et commence immédiatement à attaquer. Yuki fait de son mieux pour esquiver les attaques et s'éloigner pour que la Yuno de ce monde ne soit pas impliquée dans le combat. Bientôt, Murmure utilise ses pouvoirs pour entourer Yuki de sphères et les faire exploser. Yuno attaque pendant que Yuki essaie de comprendre ce que dit son journal et de clarifier ses propres sentiments. En même temps, Mainin appelle Kago pour lui dire qu'il doit traiter la maladie de son fils de toute urgence avant qu'elle ne s'aggrave. Bien qu'elle ait juré de ne pas altérer l'avenir de ce monde, sa promesse à Kago la pousse à enfreindre sa propre règle. À l'école, Yuki échappe de justesse à une autre tentative de meurtre. Déterminé à ramener Yuno au deuxième monde, il lui fait face. Yuno exige de savoir pourquoi il intervient. Yuki dit simplement « Parce que je t'aime ». Ces mots troublent Yuno, la faisant rater son prochain coup. Alors que Murmure s'apprête à attaquer, Minin arrive juste à temps et engage Murmure dans une bataille féroce. Cela donne à Yuki l'occasion de se rapprocher de Yuno. Yuki supplie Yuno de quitter ce monde et promet de se sacrifier en retour. Yuno rit et dit qu'elle l'aime trop pour revenir en arrière. Elle utilise ses pouvoirs pour piéger Yuki à l'intérieur d'une sphère où il se retrouve entouré de tout ce qu'il a toujours voulu. Au départ, Yuno avait prévu de tuer Yuki et de devenir un dieu, mais elle ne peut pas s'y résoudre. À la place, elle le piège dans la sphère, prévoyant de le laisser là pour toujours. Elle a l'intention de devenir la déesse du deuxième monde, puis de revenir dans ce monde pour participer à nouveau au jeu de survie. De cette façon, elle peut réaliser ses rêves sans faire de mal à Yuki. Avant que Yuki puisse répondre, la sphère se referme autour de lui. Pendant ce temps, au poste de police, Seika signale la disparition de sa fille juste au moment où Kago apprend que des explosions se produisent à l'école. Les explosions croissantes attirent l'attention de tout le monde, y compris des autres propriétaires de journaux intimes, augmentant le chaos dans toute la ville. De retour à l'école, Minin traîne une Murmure vaincue et se prépare pour une confrontation avec Yuno. Cependant, Yuno libère les restrictions de Murmure, la transformant en une force redoutable. Comme une bête déchaînée, Murmure frappe brutalement Minin, infligeant de graves dommages à son bras avant de finalement l'assommer. Pendant ce temps, Yuki a complètement oublié le chaos et vit la vie de rêve qu'il a toujours voulu. Après avoir savouré un petit déjeuner confortable, sa famille se dirige vers les montagnes pour une aventure d'observation des étoiles. Pourtant, quelque chose ne va pas. Il sent qu'il lui manque quelqu'un d'important. Dehors, avec Yuki et Minin tous deux hors d'état de nuire, Murmure s'occupe des blessures d'Ushio. Yuno, sur le point de tuer la Yuno de ce monde, entend cette dernière implorer l'aide de ses parents. Elle trouve cela pitoyable et commence à raconter le sombre avenir qui attend cette Yuno. La dépression nerveuse de sa mère, l'absence constante de son père, entraînant une violence accrue et des rêves brisés d'une famille heureuse. Un jour, cette Yuno drogue ses parents, les enferme dans une cage en guise de vengeance, et après un mois de famine, il meurt, la laissant complètement seule. Mais la Yuno du troisième monde ne partage pas cette vision sombre. Elle aime ses parents et croit qu'ils finiront par la comprendre. Cela amène Yuno à réfléchir à son propre passé, se demandant où tout a mal tourné. Soudainement, la police et Kago arrivent sur les lieux. Voyant son mari, Seika se précipite sur le toit. Pendant ce temps, Murmure fait une crise car l'avenir change de manière imprévisible. Nishijima rencontre Minin beaucoup plus tôt que prévu. Les parents de Tsubaki, qui devaient partir ce soir, restent en raison des explosions, et une bombe est découverte dans leur voiture. Plantée par Funatsu, cela empêche Okada de se transformer en une secte maléfique et préserve sa mission d'aider les faibles. Les parents de Hojo, qui allaient rejoindre Okada, décident de rester avec Hojo à la place. Dans une allée, Arasuka attrape un tueur en série. Chez Hinata, Tsukishima réalise à quel point sa fille adore les chiens et veut les dresser. À l'orphelinat, Kamado reçoit un appel du maire à propos du financement. Le journal du futur a révélé au maire qu'il mourrait et que le gagnant voyagerait dans le temps au lieu de sauver le monde. Cette révélation pousse Deus à changer la méthode pour choisir le prochain dieu. Murmure panique, car à ce rythme, le jeu de survie pourrait ne pas avoir lieu. À l'école, Yuno essaie d'attaquer, mais Ushio intervient et encaisse le coup. Saiko arrive et est soulagé de trouver sa fille en sécurité. Yuno est choqué de voir ses parents vraiment inquiets pour elle. Puis Kago arrive et pointe une arme sur Yuno. À l'intérieur de la sphère, Yuki se souvient enfin de Yuno et se sent triste de quitter ses parents, mais il choisit Yuno plutôt que son rêve perdu. À l'extérieur, Yuno commence à se voir comme la méchante. Elle est heureuse pour la Yuno de ce monde, mais aime toujours Yuki et pense qu'elle doit tuer la Yuno de ce monde pour être avec lui. Alors qu'elle charge, Kago tire avec son arme. Le second monde Murmure arrête la balle et Yuki se libère, stoppant l'attaque de Yuno. Le deuxième monde. Murmure gère le premier monde Murmure. Yuno est émue de voir Yuki la choisir plutôt que son rêve. Yuki dit à Yuno qu'elle n'appartient pas ici et lui demande de le tuer pour qu'elle puisse redevenir la déesse du deuxième monde. Yuno lève son couteau mais se poignarde à la place, incapable de tuer celui qu'elle aime.
Ils partagent un dernier baiser avant que Yuno ne meure. Murmure annonce Yuki comme le gagnant. Sans causer plus de perturbations, ils retournent dans le deuxième monde, rétablissant l'équilibre et terminant leur voyage sur une note douce amère. 2 ans plus tard, dans le troisième monde, Deus reste vivant car il a choisi de ne pas commencer le jeu de survie, conservant ainsi ses pouvoirs. Avec l'approbation de Deus, Minin s'est installée dans ce monde. Elle et Nishijima sont heureux en mariage avec 2 enfants adorables. Grâce aux efforts de Minin, le fils de Kago est en voie de rétablissement. Iki et ses amis aiment s'occuper des chiens de Tsukishima et les parents de Tsubaki sont en vie et en bonne santé, l'épargnant de ses traumatismes passés. Hojo passe du temps heureux avec ses parents et Kamado a trouvé l'amour avec le maire. Marco et Ai sont mariés et attendent leur premier enfant. Pendant ce temps, Yuno est devenue amie proche avec Iki et les autres. Après que son école a été détruite, elle a été transférée dans une autre, sans jamais croiser Yuki. Malgré cela, elle ressent qu'elle a oublié quelque chose de précieux. Tard dans la nuit, Yuno se confie à son ami imaginaire au sujet de ses souvenirs fragmentés. Soudain, elle se retrouve à l'intérieur d'une cathédrale. Murmure détecte l'intrusion et se déplace pour arrêter Yuno, mais Minin arrive juste à temps. Encourageant Yuno à explorer plus profondément la cathédrale afin de retrouver ses souvenirs, Minin affronte Murmure pour lui donner du temps. Yuno se précipite à travers la cathédrale, des souvenirs d'un garçon qu'elle a autrefois tenu proche lui revenant en mémoire. Dans une étrange pièce sphérique, elle trouve le Murmure du premier monde piégé. Pendant ce temps, Dieu intervient pour arrêter le conflit entre Murmure et Minin. Le saut de Yuno à travers les dimensions prouve que le destin l'a mené ici pour retrouver son véritable amour. Il s'avère que l'ami imaginaire de Yuno était en fait Murmure du premier monde, qui a absorbé l'essence et les souvenirs de Yuno. Ému par ses souvenirs, Murmure a tenté de contacter Yuno du troisième monde. En tant que serviteur loyal de Yuno du premier monde, Murmure demande à Yuno d'embrasser tous les souvenirs de son maître, à la fois joyeux et douloureux. Malgré le chagrin, Yuno accepte, se souvenant finalement de tout à propos de Yuki. En même temps, cela fait 10 000 ans que Yuki est devenu le dieu de l'espace et du temps. Il se demande quel sera le sort du tiers-monde après son départ, espérant que Yuno et ses amis aient trouvé le bonheur. Bien qu'il puisse créer un nouveau monde, Yuki hésite, sachant que cela signifierait perdre Yuno. Tout ce qui lui reste, c'est son journal avec ses dernières pages. Soudainement, tout change. Yuno traverse les dimensions avec l'aide de Deus, revenant à Yuki pour passer le reste de sa vie avec lui. Et c'est là que se termine cette vidéo. Commentez les gars si vous aimez ce genre de contenu, et regardez la suivante. À la prochaine.